% de son territoire recouvert de forêts et baigné à l'ouest par l'océan Atlantique, le Gabon est un pays du bassin du Congo, deuxième poumon de la planète. Tenez-vous bien, son fort potentiel biologique et touristique fait de lui un sanctuaire de la biodiversité. Alors que le monde entier célèbre la vie sauvage, l'on est en droit de se poser la question de l'importance d'une station des gorilles et chimpanzés au parc national de la Lopé au centre du Gabon. Et j'aborde cette problématique avec vous aujourd'hui, docteur David Lehmann. Bienvenue sur ce plateau de Gabon 24. Merci pour votre invitation. Alors je rappelle que vous êtes donc le directeur de recherche de cette station des gorilles et chimpanzés au parc national de la Lopé et vous appartenez à l'Agence nationale des parcs nationaux du Gabon. Tout à fait. Merci d'avoir accepté notre invitation, docteur David Lehmann. Complément d'info, c'est maintenant. Alors, docteur David Lehmann, vous êtes avec moi sur ce plateau, vous qui êtes le directeur de recherche de la station des gorilles et des chimpanzés au parc national de la Lopé. Peut-être pour commencer, quelle est l'importance pour le Gabon de se doter d'une telle station ? Alors, c'est une station qui est très importante, je pense, dans le paysage de la conservation et de la recherche gabonaise. Je vais d'abord vous faire un petit historique, si vous me permettez. Allez-y. Elle a été créée en 1984 par des chercheurs du SCIANF qui, à la base, voulaient s'intéresser à l'écologie des grands singes. Ils ont vite compris que lorsqu'on s'intéresse à un animal, à son mode de vie, il faut aussi s'intéresser à l'écosystème dans lequel il évolue. Donc, ils ont aussi commencé à collecter des données sur la fructification des arbres, mais aussi sur les données climatiques comme la précipitation ou la température. Et maintenant, nous avons une base de données sur ces questions-là qui englobe les 30 dernières années. Donc c'est la plus grande base de données en Afrique centrale et peut-être potentiellement au monde pour surveiller l'état de santé de la forêt tropicale. Alors, parlez-nous des recherches que vous faites dans cette station. Est-ce qu'elles sont axées uniquement sur la faune ou plutôt sur la faune et la flore ? Alors, les recherches que nous effectuons à la station, elles sont axées sur la faune, la flore, le climat, mais aussi sur les espèces animales, puisqu'on essaye d'intégrer tous les compartiments de cette forêt tropicale afin d'avoir une image, je dirais, la plus compréhensive ou la plus complète possible. Donc, je vous donne un exemple de recherche qui a été utilisé par le Gabon pour faire valoir sa place en tant que deuxième poumon vert à l'international. Donc, nous avons pu mettre en évidence avec ces données de phénologie, comme je vous ai dit. Donc, il y a environ 1400 arbres qui sont suivis tous les mois depuis 30 ans. Nous regardons la fructification, les fleurs, les dommages d'insectes et d'éléphants sur ces 1400 arbres. Et en même temps, nous prenons les données climatiques depuis 30 ans. Nous, maintenant, ce qu'on voit, c'est que pendant 25 ans, il y a eu des cycles de fructification qui étaient assez réguliers. Ça dépendait des espèces, des différentes espèces, des essences. Il y en avait qui allaient produire des fruits tous les 2 ans, d'autres tous les 3 ans, d'autres tous les 5 ans, mais c'était assez régulier. Et lorsque les individus de chaque espèce le faisaient, ils étaient aussi synchrones. D'accord. Et depuis 5 ou 7 ans, on voit qu'il y a un dérèglement de ces cycles phénologiques. Alors, est-ce que c'est lié au changement climatique ? Alors, c'est ce que nous avons mis en corrélation avec nos dernières analyses. Nous avons vu qu'il y a une augmentation de 0,28 degrés Celsius tous les 10 ans. Rien qu'au parc national de la Lopé. Donc c'est très important ces résultats parce que ça montre en fait qu'un environnement qui est protégé de manière si performante et depuis si longtemps comme le parc national de la Lopé n'est pas exempt des retombées du réchauffement climatique. C'est ce que j'allais dire et pourtant c'est quand même un endroit où il y a assez de forêts, où on sait que les arbres peuvent retenir du carbone et donc pourrait éviter aussi ces réchauffements climatiques. Comment ça s'explique ? Alors, je ne pense pas qu'ils puissent éviter en termes d'écosystème, mais c'est vrai qu'ils ont une importance capitale dans ce que vous avez dit, piéger le carbone atmosphérique. Et ça, nous l'avons aussi mis en évidence. Enfin, les chercheurs qui se sont succédés à la station l'ont mis en évidence. Nous avons vu qu'il y a un très fort pouvoir de la forêt primaire à piéger le carbone. Et donc ça a vraiment permis au Gabon de montrer que l'importance de la forêt gabonaise pour le monde, en fait, pas juste pour la nation. On pense notamment au financement CAOFI,
qui ont été donnés au Gabon pour justement préserver ces forêts primaires. Oui. Et alors, pour parler des chimpanzés, puisqu'il s'agit d'une station, des chimpanzés et des gorilles, on sait que vous êtes d'ailleurs au Gabon depuis pratiquement 5 ans maintenant, sauf si je me trompe. On sait que vous faites également des expériences particulières, des recherches particulières sur les singes. Parlez-nous, édifiez-nous un peu sur les recherches que vous faites particulièrement sur les chimpanzés et les gorilles. Alors, malheureusement, depuis quelques années, on ne fait plus d'études sur les chimpanzés ou les gorilles, plus d'études en tout cas d'observation ou d'écologie. On a néanmoins un gros programme de recherche sur le mandrill, donc je pense que vous connaissez tous le mandrill. Hein. Avec son bonnet rouge en plein milieu, lui. Oui, c'est ça, Rafiki dans Le Roi Lion. Hein. Et donc, en fait, la particularité de cette espèce, c'est qu'il forme des groupes de taille vraiment incroyable. Le groupe qu'on suit, d'une manière assez stable, l'effectif de sa population est de 700 à 1000 individus. Quand même. Qu'ils se baladent tout le temps en forêt ensemble. Hein. Et donc ça a aussi trait à l'évolution de l'espèce humaine, puisque nous, en tant qu'espèce humaine, nous sommes associés déjà à la base pour pouvoir survivre. Nous avons formé des groupes, des villages, puis des villes, etc. etc. Donc le mandrill, c'est l'animal terrestre, le mammifère terrestre, qui forme la plus grosse agrégation. Donc ça, c'est déjà pour de la recherche fondamentale, donc l'évolution en fait, de la sociabilité. Ouais. Et d'un autre côté, le mandrill, il mange entre 1 kg et 1,5 kg de nourriture par jour. Donc sur un groupe de 1000 individus, on voit que ça fait une tonne 5. Énorme. C'est énorme. Et donc il va, ce qu'on appelle faire de la prédation de graines, mais il va aussi les disperser, ces graines-là. Donc il a une importance capitale dans la régulation ou dans la santé de cette forêt tropicale. Est-ce qu'il est un peu comme l'éléphant qui est perçu comme l'un des architectes de la forêt? Alors, effectivement, il a une importance capitale dans la dispersion des graines et donc dans la reproduction des essences végétales. Et aussi, il a une importance capitale dans la prédation de certaines graines pour éviter que la forêt soit monodominante et qu'il y ait une perte de la biodiversité. Oui. Et maintenant, les questions qui nous intéressent également, c'est vu qu'on a observé un effet du réchauffement climatique sur ces arbres, sur ces espèces végétales, est-ce qu'il ne va pas y avoir un effet sur cette espèce? C'est ce que j'allais poser comme question. Est-ce qu'eux, ils ne ressentent pas finalement ces effets du réchauffement climatique? Excusez-moi, c'est vraiment au centre des recherches que l'on mène, c'est de savoir comment le changement d'habitat, des ressources, affecte cette population de primates, mais aussi comment ce changement de comportement en réponse à ce changement environnemental affecte en retour la forêt. Et tout l'écosystème, j'ai envie de dire. Tout l'écosystème, puisque on parle de cascades trophiques, en fait, tous les compartiments d'une forêt sont liés les uns entre les autres. Donc il suffit d'un petit dérèglement à droite pour que le compartiment à gauche qui est préservé soit aussi déréglé. Alors, vous étudiez les mandrills au niveau du parc national de l'Alopé, je le rappelle, c'est au centre du Gabon. Mais est-ce que vous avez également un regard sur les mandrills qui pourraient se trouver dans d'autres parcs nationaux, ou est-ce qu'il y a des programmes qui sont en convergence avec celui qui est fait actuellement au parc national de l'Alopé? Alors, oui, il y a beaucoup de mandrills, par exemple, dans le parc national de Moukalaba-Doudou, mais avec des agrégations qui sont un peu moindres, on parle de 400-450 individus. Il y a aussi pas mal de recherches qui sont faites sur les mandrills dans le sud, à Bakumba, qui n'est pas d'un parc national, mais qui a aussi des mandrills qui sont étudiés depuis très longtemps. Et nous avons aussi initié des collaborations avec le SCIANF, qui ont, eux, une population captive de mandrills. Donc ça nous permet de comparer aussi le comportement d'une population captive ou semi-captive avec un comportement d'une population qui est complètement libre et à l'état sauvage. Alors pourquoi le choix du mandrill? Est-ce que c'est parce que son comportement pourrait être, on va dire comment, pourrait s'adapter ou pourrait ressembler à celui de l'être humain, ou ça n'a rien à voir? Alors, c'est une espèce qui est quand même assez cognitive, dans le sens où il y a une appropriation de son habitat, et il y a aussi énormément de communication entre les individus. Vous imaginez qu'un groupe de 700, il faut bien se parler pour savoir où est-ce qu'on va et quoi choisir. Et donc ça fait qu'il y a une résilience, ce qu'on appelle une résilience, ou un pouvoir de résilience à ces changements climatiques qu'on va peut-être pouvoir observer, ou qu'on observe déjà, mais il faut qu'on analyse les données pour pouvoir le prouver, qu'on observe et qui est assez rapide en fait. Donc ça nous permet vraiment de quantifier ces dérèglements environnementaux
sur l'espèce animale. Cette population animale-là. Docteur Lehmann, lorsqu'on parle de vie sauvage, on parle également de la protection, de la préservation de ces espèces animales et même végétales. On remarque que le mandril, par exemple, il est encore assez braconné. Que ce soit pour sa chair ou pour d'autres vertus que lui connaîtraient ces trafiquants. Comment, au niveau du parc national de la Lopé, vous luttez contre le braconnage? Alors ça, c'est plutôt des questions qu'il devrait poser au conservateur du parc national de la Lopé, puisque lui, il est vraiment à la pointe sur la lutte anti-braconnage. Maintenant, je sais que la protection qui est mise en place sur le terrain est très, très bien menée. Hein. Le mandril à la Lopé, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de risques pour lui, puisqu'il est quand même assez bien accepté par les populations locales. Alors, parlez-nous finalement des partenariats que vous pouvez avoir, notamment avec Ecofaxis. Comment ce programme-là vous accompagne dans la recherche? Alors, on a parlé vraiment de la recherche un peu de la conservation, comprendre les dérèglements climatiques sur l'habitat, sur la forêt, aussi de la recherche fondamentale. Et il y a des projets que l'Agence nationale des parcs nationaux veut essayer de mettre en place aussi pour faire de l'attraction de ces parcs, avoir des retombées socio-économiques. Et c'est là où on a eu la chance d'avoir des subventions de la part d'Ecofaxis qui nous ont permis de les mettre en place, ces projets-là. Et donc là, je me réfère justement au mandril encore, puisqu'on a décidé d'ouvrir la vision mandril au tourisme, donc ce qu'on appelle le tourisme scientifique. Et pour cela, on a pu commander du matériel, faire les missions, et puis former aussi des jeunes talents du parc national de la Lopé, enfin du village de la Lopé et de ses environs. Et ouvrir la vision mandril au tourisme, et ça marche plutôt pas mal. Parce qu'il y a une véritable participation finalement des communautés avoisinantes à la vie du parc. Oui, alors les financements Ecofaxis ont aussi permis de recruter plus d'agents, comme je vous ai dit, de jeunes talents, parce qu'en général ils sont assez jeunes, et de pouvoir les former justement au métier de la conservation, de la recherche et de l'écotourisme. Sur combien de temps s'étend, j'ai envie de dire ça comme ça, cette collaboration, ce partenariat avec Ecofaxis, et est-ce qu'il s'agirait seulement d'axer les financements sur ce projet du mandril, ou bien quels sont les autres projets en plus? Alors, il y a beaucoup de projets qui ont été réalisés grâce à cette subvention européenne, donc du projet Ecofaxis. Comme je vous ai dit, il y a eu le recrutement d'éco-gardes, il y a eu leur formation, il y a aussi la réfection de bâtiments qui ont un rôle très important dans l'administration au niveau du parc. Il y a aussi les infrastructures comme des ponts. Il y a la lutte anti-braconnage, bien entendu. Et après, on a eu beaucoup de programmes de recherche. Et je peux vous donner l'exemple, par exemple, du biomonitoring. Le biomonitoring qui est réalisé sur le terrain par les équipes de l'Agence nationale des parcs nationaux, et où il y a eu une caméra qui a été posée tous les 6 km dans l'ensemble du parc national, donc sur 5000 km². Donc ça veut dire qu'il y a plus de 200 caméras pièges qui sont placées dans le parc. Et ça nous permet de faire vraiment un recensement de toutes les espèces animales qui sont présentes dans ce parc, et qui a aussi, ce projet a aussi un pouvoir de lutte anti-braconnage, puisqu'on voit bien que s'il y a une intrusion humaine, il sera piégé sur cette caméra. Alors en plus d'Ecofaxis, est-ce que vous avez des partenariats également avec d'autres organismes, avec d'autres institutions? Alors oui, bien sûr, on est en partenariat avec le Sénarest. Il y a aussi des collègues qui viennent de l'IRET, le SCIAMF, comme je vous l'ai dit. Comment ça se matérialise d'ailleurs, le partenariat avec le SCIAMF? Alors c'est surtout au niveau de l'élaboration de projets de recherche. Donc je parle par exemple du mandril. Là, j'ai un étudiant de thèse qui est en train de faire une expérience là-bas. On a aussi des collègues qui viennent du SCIAMF et de l'IRD pour faire des études sur la malaria. Donc on a pas mal de programmes de recherche qui regardent en fait à la transmission de différentes souches de malaria de l'espèce animale à l'homme. Donc ça, c'est très important pour la santé publique aussi. Alors, est-ce qu'on a déjà des résultats de ces recherches-là? Est-ce que ça a déjà permis à l'État gabonais d'améliorer sa politique en termes de lutte contre la malaria, par exemple? Alors, en termes de lutte contre la malaria, je ne sais pas. Par contre, on a déjà des éléments de réponse qui nous permettent de dire que différentes espèces de moustiques ne véhiculent pas différentes souches de malaria, dont celles qui sont vraiment mortelles pour l'homme, et qu'il y a aussi différentes espèces animales qui ne sont pas vecteurs de ces maladies, mais d'autres qui sont vecteurs. Après,
Je pense que la protection la plus efficace contre la malaria, c'est d'avoir une moustiquaire. Déjà là, on se protège un peu, quoi. C'est déjà ça. Mais puisque vous parlez d'animal vecteur ou non vecteur, il y a l'actualité qui, j'ai envie de dire, actualité oblige. Il y a le pangolin qui est perçu, du moins dans une hypothèse scientifique, comme étant un vecteur du coronavirus. Vous avez certainement entendu parler, même si vous êtes du côté de l'alopé, vous n'êtes pas censé ignorer l'actualité. Et donc, qu'est-ce que vous répondez à cela? Est-ce que c'est une hypothèse qui se tient? Est-ce qu'aujourd'hui, le pangolin peut être perçu comme cet animal à l'origine de ce virus? Alors, d'un point de vue scientifique, même si je ne suis pas virologue ou épidémiologiste, je pense que c'est tout à fait probable. Surtout que le pays dans lequel cette épidémie s'est déclarée a une tendance à industrialiser l'exploitation de la vie sauvage. Ouais. Donc ça augmente en fait les interfaces de contact entre l'homme et les espèces animales. Et c'est là où le virus va chercher à trouver la bonne mutation pour aller infecter un nouvel hôte, qui est l'homme. Maintenant, je sais que d'un point de vue scientifique, il y a beaucoup d'équipes de recherche de par le monde qui travaillent sur cette question. Et il y a déjà eu 3 études qui ont été publiées qui montrent que le virus, l'espèce de virus qu'ils ont trouvé sur les pangolins qui venait à la base de Malaisie, était à 90% similaire avec la souche de ce virus qu'on a trouvé chez l'homme. Et il y a, entre contreparties, il y a une étude qui a publié un résultat un peu plus fort avec une espèce de chauve-souris qui est aussi présente là-bas, à hauteur de 96% de correspondance. Donc je pense que ces éléments de réponse ils vont être définis dans les prochains mois ou même dans les prochaines semaines par ces équipes de recherche. Et on en aura le cœur net. En tout cas, on l'espère. Mais alors, est-ce que ce n'est pas également là la conséquence du braconnage? Parce que le pangolin reste quand même un animal qui est encore assez braconné dans le monde et particulièrement au Gabon. Alors oui, les espèces de pangolins, les différentes espèces de pangolins représentent l'animal le plus braconné au monde. Et il est braconné essentiellement pour ses écailles de kératine, ces écailles qui le poussent sur le dos et qui en fait ne sont ni plus ni moins que de l'ongle ou du cheveu. C'est exactement la même manière, la même matière. Mais c'est accepté dans les traditions asiatiques, dans la médecine traditionnelle asiatique. Il lui prête des vertus à cette écaille qui, par exemple, curer le cancer ou qui peut avoir trait à la masculinité. Mais d'un point de vue scientifique, il n'y a jamais aucune molécule qui a quelques conséquences pharmacologiques ou quoi que ce soit qui ont été trouvées dans la kératine. Donc c'est la même chose que de manger un ongle en fait. Alors vous parliez certes de la station de recherche des gorilles et des chimpanzés du parc national de l'Alopé, mais puisqu'on célèbre la vie sauvage et que le Gabon, comme je le disais à l'entame, est un sanctuaire de biodiversité, comment aujourd'hui l'État peut être amené à améliorer sa préservation de cette vie sauvage, à maintenir toute cette vie sauvage en cohésion avec elle-même? Alors je pense que la vision du gouvernement du Gabon, pour l'instant, elle est assez impressionnante, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'efforts qui est mis en place justement pour préserver le patrimoine naturel de ce pays, que ce soit au niveau des arbres, au niveau de la forêt, que ce soit aussi au niveau des animaux, par justement créer de l'emploi, que ce soit du tertiaire, donc c'est-à-dire de l'ébénisterie, etc., ou que ce soit dans la conservation et la recherche avec les éco-gardes, avec les jeunes chercheurs qui sont issus de l'USTM ou du MINEF. Donc je pense qu'il y a une vraie volonté de protéger le patrimoine naturel de manière durable pour que le Gabonais puisse continuer à respirer convenablement et aussi pouvoir se nourrir, puisque s'il n'y a plus de forêt, il n'y a plus de terre, et aussi développer l'apprentissage des futures générations, quoi. Mais alors, ce n'est pas que de la responsabilité de l'État de préserver, il y a également la responsabilité des communautés, de la société civile. Comment ces communautés-là peuvent-elles s'approprier ces enjeux liés au maintien de la vie sauvage? Voilà, c'est une question qui dépasse peut-être un peu mon pédigré. Mais au moins, en tant que chercheur, vous pouvez avoir une piste. J'ai quelques idées, oui, bien sûr. Je pense que
il faut s'engager dans des projets touristiques ou d'écotourisme d'un point de vue local ou communautaire. Je pense aussi que l'agriculture a une forte place au Gabon. Et maintenant, je sais qu'on parle beaucoup de conflit homme-faune avec l'éléphant. Et j'allais d'ailleurs y arriver. Comment on règle la question du conflit homme-faune au Gabon? On parle de préservation, certes, on parle de maintien de la vie sauvage, mais il y a que les communautés se plaignent parfois d'être embêtées par ces pachydermes, les éléphants en particulier. Alors oui, c'est une réalité, hein. Le conflit homme-faune, c'est une réalité de par le monde, c'est très vrai aussi au Gabon, et ça risque d'augmenter puisque l'homme va toujours plus loin sur l'habitat naturel. Maintenant, il y a eu des programmes qui ont été initiés par l'Agence nationale des parcs nationaux, qui ont été montés sur le terrain et qui ont aussi bénéficié des subventions européennes d'Ecofaxis. C'est la création de barrières électriques autour des champs, de l'agriculture, des villages. Et ces barrières sont effectives? Apparemment, pour l'instant, les premiers résultats sont très concluants. À la Lopé, il y a eu la première barrière qu'on dirait à pilote, et je pense que c'était d'après ce qu'ils disent, que les locaux disent, les villageois disent, c'est les plus grosses récoltes qu'ils ont pu faire, et ils s'organisent même en coopérative pour aller les vendre dans d'autres villages. Donc c'est une barrière qui ne va pas tuer les animaux, hein, mais on l'espère, qui est alimentée avec un voltage assez haut. Et qui ne peut pas aussi tuer l'homme, parce qu'il y a ni les animaux ni les hommes, mais qui envoie une bonne secousse, comme ça l'éléphant il repensera 2 fois avant de revenir. Et vu que je suis un scientifique, j'ai moi-même essayé cette barrière. Ça ne m'a pas tué, mais je m'en souviendrai. En tout cas, on vous a sur ce plateau, on peut constater que vous n'êtes pas mort. Mais alors, il y a la grande question des faits traditionnels et culturels. Dans nos us et coutumes, il y a la consommation de la viande de brousse. On parle de préserver les animaux, mais comment on fait quand on est en zone rurale, notamment pour aller à la chasse? Est-ce que c'est interdit totalement? Est-ce que, qu'est-ce qui est prévu? Dans les parcs nationaux, la chasse est complètement interdite. C'est un espace qui est protégé. Et donc, c'est là aussi tous les efforts d'anti-braconnage de l'agence. Maintenant, en dehors des parcs nationaux, je sais qu'il existe des périodes de chasse qui sont légales et aussi des quotas. Donc, par exemple, je ne sais pas combien d'antilopes par famille. Maintenant, donc, la chasse n'est pas interdite au Gabon, en dehors des parcs nationaux. Par contre, il faudrait peut-être qu'on sensibilise plus sur le fait de l'espèce en voie de disparition, puisque le chasseur ne sait pas forcément si cette espèce d'antilope ou celle-là est en voie de disparition ou est intégralement protégée. Et c'est au rôle des chercheurs que vous êtes, parce qu'on a souvent du mal à percevoir finalement les trouvailles de vos recherches, et pourtant vous avez une grande station de recherche, vous avez des laboratoires, mais alors à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on trouve là-bas? Est-ce qu'on trouve des choses? Ce sont autant de questions que se posent les populations. Donc, si on parle des espèces en voie de disparition, par exemple, le but du chercheur, c'est de faire un comptage de la population de cette espèce et de faire des estimations de modèles et de dire si, oui ou non, elle est en voie de disparition, si la viabilité de la population, si l'effectif de la population est assez grand pour assurer la viabilité de la population. Des exemples d'espèces protégées au Gabon? Alors, par exemple, le pangolin géant, tout simplement. On a un gros programme de recherche à la station sur le pangolin géant, qui est aussi une priorité maintenant de l'Agence nationale des parcs nationaux et qui est en partie subventionné par Ecofaxis. Et c'est un animal qui a une importance vraiment très forte pour la forêt, puisqu'il va se nourrir de millions de termites et de fourmis par nuit. Et donc on imagine la proportion de fourmis et de termites qu'il a mangé pendant l'année. Et donc si on perd ce régulateur naturel de ces populations d'insectes, on va perdre beaucoup plus de plantes, puisque ce sont des insectes qui se nourrissent essentiellement de bois ou de feuilles. Donc on voit effectivement là l'importance de toutes les espèces, autant animales que végétales, au niveau des écosystèmes. Merci à vous, docteur David Lehmann, d'être passé sur ce plateau de complément d'information. Merci à vous. Je rappelle donc que vous êtes le directeur de recherche à la station des gorilles et chimpanzés au Parc national de la Lopé. C'est au centre du Gabon et vous appartenez à l'Agence nationale des parcs nationaux. Le leadership du Gabon est partant du président de la République, Ali Bongo Ondimba, n'est donc plus à démontrer en matière de protection de l'environnement. En témoignent toutes les mesures prises pour protéger la vie sauvage, faune et flore, qui sont des éléments clés au maintien de l'équilibre des écosystèmes, à l'instar d'une station des
des gorilles et chimpanzés au parc national de la Paix au centre du Gabon, mise en place depuis 1984. Merci à vous, chers téléspectateurs. À très vite sur Gabon 24.